Nous sommes le 14 avril 2019. Marie-Pascale Sidol, une agente de service hospitalier de 54 ans, disparaît. Elle est vue pour la dernière fois sur les images des caméras de vidéosurveillance de l'hôpital d'Avignon. Elle filme sa voiture sortir du parking. Marie-Pascale Sidol est installée côté passager. Un homme conduit sa petite Twingo blanche. 2 ans plus tard, un chasseur découvre les ossements de la disparue à une dizaine de kilomètres d'Avignon. Marie-Pascale Sidol a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? A-t-elle été tuée par Fabrice P., son ancien conjoint dont elle s'était séparée ? L'homme est jugé depuis jeudi devant la cour d'assises du Gard pour enlèvement et séquestration suivi de meurtre. Depuis le début de l'affaire, l'homme clame son innocence et l'analyse des ossements ne permet pas de comprendre les circonstances de sa mort. Ces ossements peuvent-ils parler dans une affaire judiciaire et si oui, jusqu'où ? Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Fabrice Demeter. Vous êtes expert judiciaire en anthropologie médico-légale, d'identification. Nous allons parler dans un instant avec vous de l'importance de ces ossements dans une enquête judiciaire. Mais avant, Florine Sylvain, bonjour. Bonjour. Journaliste BFM Radio, nous allons revenir ensemble sur la disparition de Marie-Pascale Sidol à Avignon. Son compagnon est donc jugé devant la cour d'assises d'Avignon. Oui, cet homme s'appelle Fabrice P. Il est accusé d'avoir enlevé, séquestré, puis tué Marie-Pascale Sidol. En fait, tout commence le dimanche 14 avril 2019. À l'hôpital d'Avignon, le personnel s'inquiète. Marie-Pascale n'est pas là. Cette agente hospitalière de 54 ans est pourtant connue pour sa ponctualité. Mais ce jour-là, elle n'a pas pris son service à 7 heures et ce n'est pas son genre, se disent ses collègues. Logiquement inquiets, ils préviennent la famille de Marie-Pascale Sidol. La nièce de Marie-Pascale Sidol travaille aussi à l'hôpital. On l'appelle donc pour la prévenir que sa tante n'est pas là. Elle décide alors de contacter Stéphanie, la fille de Marie-Pascale. Stéphanie pense tout de suite que sa mère a eu un problème, un accident de la route ou une chute dans les escaliers. La marraine de Stéphanie se rend chez Marie-Pascale et sa voiture n'est pas là. Effectivement, sa voiture n'est pas là et plusieurs choses laissent à penser qu'elle s'est préparée pour aller au travail. Tasse de café dans l'évier, croquettes dans la gamelle du chien. Sa propriétaire l'a même entendu quitter le domicile. De son côté, la nièce de Marie-Pascale Sidol, qui travaille à l'hôpital, réussit à mettre la main sur les caméras de vidéosurveillance de l'établissement de santé. Et la famille découvre que Marie-Pascale Sidol s'est bien rendue à l'hôpital. Les images sont troublantes. On voit la petite Twingo blanche de Marie-Pascale Sidol sur le parking de l'hôpital. À 7h05, on aperçoit la voiture ressortir du parking. Marie-Pascale Sidol est à bord, mais côté passager, c'est un homme qui conduit. Le problème, c'est qu'à cause de la qualité de l'image, il n'est pas identifiable. La fille de la disparue se rend alors au commissariat. Une enquête commence. Et un avis de recherche pour disparition inquiétante est alors diffusé. On découvre la photo de Marie-Pascale Sidol. Elle a les yeux bleus, des cheveux châtains, mais les investigations ne donnent rien. Ce qu'on sait, c'est que la voiture de Marie-Pascale Sidol est retrouvée calcinée le lendemain de sa disparition dans un quartier d'Avignon. Son téléphone a borné pour la dernière fois dans un chemin à Pugeot. Et cette commune, ce nom de village, revient dans l'enquête. Une témoin affirme y avoir vu la Twingo blanche avec un couple à bord le jour de la disparition de Marie-Pascale Sidol à l'aérodrome. Les enquêteurs soupçonnent alors l'ex-compagnon de la disparue. Il s'appelle Fabrice, elle l'a rencontré lorsqu'elle avait 14 ans et c'est de cette relation qu'est née sa fille Stéphanie. Fabrice pourrait donc être le principal suspect, sauf qu'il a un bon alibi. Il était chez lui le jour de la disparition. Il y a des caméras de surveillance installées devant chez lui et elles montrent qu'il n'est pas sorti le matin du 14 avril 2019. L'enquête piétine. Marie-Pascale Sidol est surnommée par la presse la disparue de l'hôpital d'Avignon. La fille du couple, elle, est persuadée que son père est coupable. Elle le dit, elle y pense dès les premières heures de la disparition de sa mère. Forcément, ce n'est pas évident pour Stéphanie. Il s'agit de son père et de sa mère. Elle est parfois tiraillée entre son cœur et la raison. Elle le dit elle-même. Elle y pense quand même puisqu'elle parle de violences psychologiques que son père exerce sur sa mère. Elle dit aussi que son père l'a frappée un soir de Noël alors que Stéphanie était enceinte. Elle a aussi assisté de loin aux aléas du couple. Marie-Pascale Sidol et son compagnon se séparent puis se remettent ensemble. 4 mois avant sa disparition, elle a vraiment décidé de mettre un terme à la relation. Et ça, Stéphanie pense qu'il ne l'a pas supporté. Bien entendu, on est sur un ressenti, il n'y a aucune preuve. L'enquête, d'ailleurs, piétine un peu. Florine, les mois passent. Nous sommes désormais en janvier 2021 et une découverte bouleverse l'enquête. Des ossements.
C'est le chien d'un chasseur qui les découvre dans un bois d'Aramon. C'est à une quinzaine de kilomètres d'Avignon. Il faut comprendre un peu la configuration du lieu. La zone de chasse vient de rouvrir. Elle a été fermée un bon moment à cause du Covid. Il y avait des hautes herbes et elles ont été coupées avant la réouverture. D'abord, les enquêteurs pensent que ces ossements appartiennent au petit Lucas. Lucas Tronche, oui, c'est un adolescent de 16 ans qui a disparu en 2015. Quand les enquêteurs tombent sur les ossements, ils pensent immédiatement à lui. Les ossements sont alors analysés, l'ADN est prélevé. Les résultats tombent, ces os ne sont pas ceux de l'adolescent, mais ils appartiennent à Marie-Pascale Sidol. Malheureusement, ils sont trop abîmés. Impossible de savoir comment elle a été tuée et qui l'a tuée. Il n'y a aucune trace de violence sur les os, en dehors des morsures d'animaux. C'est ce qu'affirment les avocates de l'accusé. Elle l'assure, à ce stade, on ne peut pas dire que Marie-Pascale Sidol a été violemment tuée. L'enquête s'accélère et son ancien conjoint est mis en examen et placé en détention provisoire. Pour enlèvement et séquestration suivi de meurtre. Fabrice P., lui, nie les faits. Il dit qu'il n'a pas tué Marie-Pascale Sidol. D'après sa fille, il change quand même de scénario face au juge d'instruction. Ses avocates sont catégoriques. L'accusé clame son innocence depuis le début dans cette affaire. Et le matin de la disparition de Marie-Pascale Sidol, l'homme était chez lui. Merci beaucoup Florine. Fabrice Déméter, merci d'être avec nous. J'ai dit vous êtes expert judiciaire en anthropologie médico-légale d'identification. Dans cette affaire, l'ADN relevé sur les ossements a donc permis d'identifier Marie-Pascale Sidol. Où est prélevé l'ADN? Comment on procède une fois les ossements réceptionnés? L'ADN, il est prélevé en fait sur les os que l'on parvient à retrouver, mais cela donne de beaux résultats sur les dents et également sur les épiphyses, c'est-à-dire les extrémités des os longs. Parce que quand on parle d'ADN, pour bien comprendre, est-ce que c'est un morceau de tissu humain qui est encore là ou est-ce que c'est un morceau d'os, par exemple? C'est les deux. Mais dans le cas de votre affaire, ce ne sont que des os qui ont été retrouvés. Donc, ce sont des fragments osseux qui ont été analysés pour en extraire l'ADN. Combien de temps il peut rester cet ADN sur les ossements exposés, en l'occurrence, soit aux intempéries, soit avec le temps qui passe? Oui, ça c'est très variable, ça dépend vraiment des conditions climatologiques et environnementales. Des os, vous voyez, c'est sur des éléments très très anciens, comme préhistoriques, l'ADN peut être préservé sur des trentaines, quarantaines, cinquantaines de milliers d'années, voire beaucoup plus. Sur des restes néandertaliens, ça parvient jusqu'à plus de 100 000 ans. Et ça dépend vraiment des conditions de préservation des ossements, des restes squelettiques. Et si on est dans un environnement où il pleut beaucoup, donc les ossements sont lessivés par l'eau, l'ADN, qui est un élément, une molécule très fragmentaire, s'en va avec le lessivage et est de plus en plus dégradé. Et au bout d'un certain temps, sous de mauvaises conditions, on ne retrouve plus du tout d'ADN. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir des os sans savoir d'où ils viennent ou de quelle origine? Disons, si l'ADN ne fonctionne pas, après il existe d'autres méthodes complémentaires d'analyse. Par exemple, on peut tenter d'extraire les isotopes du strontium des os. Quand un individu est vivant, donc il boit de l'eau qui contient du strontium, et la quantité de strontium est particulière à la région où l'individu a vécu quelques années auparavant. Donc avec cette méthode-là, on arrive, par comparaison avec le strontium local, on parvient à deviner si l'individu est vraiment local ou alors s'il vient d'une autre région. Également, comme autre méthode complémentaire, c'est l'étude morphologique des restes osseux crâniens, si le crâne est retrouvé. Et là, il y a des analyses très poussées qui permettent de retrouver l'origine endémique, c'est-à-dire l'origine géographique de l'individu. Donc ce sont des indications complémentaires ensuite. Dans cette affaire, comme dans d'autres, les avocats de l'accusé expliquent que des traces de morsures d'animaux ont été découvertes sur les ossements. La présence de ces traces, est-ce que ça permet de dater plus ou moins précisément la mort d'une personne? Non, pas du tout. Ce que ça indique juste, en fait, c'est que le squelette, visiblement, a été laissé à même le sol, il n'a pas été inhumé. Pour que les ossements, parce que lorsque le squelette est inhumé, en fait, ils sont encore dans le sous-sol, donc les animaux ne parviennent pas le déterrer. Donc visiblement, le squelette a été laissé à même le sol et là s'est décomposé de lui-même. Ensuite, les animaux ont fait leur ouvrage. Mais alors, comment et est-ce que c'est possible de dater la mort d'une personne à partir de ces ossements?
Oui, il existe quelques méthodes. Bon, il existe la méthode du... euh, comment dire, les ossements, en fait, ils résistent mal aux intempéries. Donc, lorsqu'un ossement passe un certain temps ou dans le sol ou à l'extérieur, au-dessus du sol, on parvient à donner une fourchette d'âge. Bon, là, c'est avec des analyses de comparaison qui ont été faites sur d'autres restes squelettiques. Mais autrement, si les ossements sont assez récents, on ne peut pas utiliser la méthode du carbone 14, parce que là, ça fonctionne pour des restes osseux qui ont plusieurs centaines d'années. C'est à peu près tout. Comme c'est assez difficile en fait de dater, à part les yeux d'un expert en anthropologie qui parvient à analyser la patine d'un os laissé à l'extérieur, de déterminer exactement lorsque l'individu, le nombre de temps, le nombre d'années qu'un squelette est resté à l'extérieur. Ça, c'est difficile. Je pense à une autre affaire, l'affaire de la disparition et de la mort de la joggeuse Agathe Hilleret. Et les derniers éléments montrent que son corps a été déplacé. Comment l'expertise des ossements peut permettre de savoir si un corps a été déplacé ou non après homicide? Oui, dans le squelette, il y a des éléments qui restent en connexion anatomique, parce qu'il y a des muscles qui permettent cette connexion. Et lorsque le corps se décompose, ces muscles disparaissent, donc les connexions deviennent lâches. Et lorsqu'on transporte le squelette, par exemple, il y a la mandibule, la mâchoire, vous voyez, qui ne sera plus en connexion avec la base du crâne. Donc il y a différents éléments comme ça qui permettent de démontrer en fait que le squelette a été repositionné dans un autre endroit. Et alors, outre l'ADN, est-ce qu'on peut connaître les causes de la mort d'une personne grâce à ces ossements? Et si oui, comment? Oui, bon là c'est le travail des toxicologues, laboratoire de toxicologie, qui analysent les restes osseux, qui essayent d'en extraire différents poisons, différentes molécules, pour savoir si l'individu a été empoisonné et quel type de poison a été utilisé. Et ces types de poisons restent un certain temps encore dans les ossements, avant qu'ils ne soient lessivés par les intempéries, si le squelette reste trop longtemps à l'extérieur. Est-ce qu'on arrive systématiquement à savoir si une victime a été droguée, étranglée, tuée par balle, poignardée? Est-ce que systématiquement on arrive à remonter à la cause de la mort? Tout dépend du type des restes osseux qui sont retrouvés. Si on retrouve le squelette dans un état complet avec la position du crâne initial, on va arriver à voir si l'osioïde a été fracturé ou pas. Donc c'est un os très fragile au niveau de la gorge qui se fracture dès qu'on exerce une pression. Les drogues restent dans l'organisme un certain temps, donc les ossements soient lessivés par les intempéries lorsque le squelette est laissé à l'extérieur, n'est pas inhumé. Il faut un certain temps aussi d'ingestion de ces drogues pour que la drogue passe dans le flux sanguin et ensuite imprègne les ossements. Donc il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines que l'individu a été drogué pour qu'on retrouve ensuite ces drogues. Mais si l'individu a été drogué la veille, ça on le saura jamais malheureusement. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que en fait, tous les os du corps ne livrent pas forcément les mêmes informations, c'est ça? Ah, du tout. Le crâne est un excellent informateur, les dents également, les os longs aussi, tout à fait. Les os longs, et évidemment, le bassin permis... Oui, c'est ça. Le bassin également permet d'estimer le sexe de l'individu, très précisément. En l'occurrence, c'est sur la largeur du bassin, la largeur d'une mâchoire, la largeur d'un crâne, ce sont des éléments comme ça qui sont étudiés? C'est ça, pas la largeur du crâne, mais différents traits morphologiques sur le crâne, tout à fait. Oui, parce qu'on a des bases de données maintenant, on sait très bien la répartition en fait de la forme des crânes des individus féminins et de ceux du sexe masculin. On parlait un peu plus tôt du rôle et de l'importance de la météo dans la conservation des os et donc de la façon dont on pouvait analyser les causes d'un décès. Est-ce que la nature de la scène de crime, est-ce que ça a un impact également sur la conservation des os et donc sur l'établissement de la vérité ou de la réalité du décès? Tout à fait. Si le corps a été déposé en pleine nature, sans avoir été inhumé, donc il va rester ouvert à tous les éléments, et les intempéries, les animaux, et en fait le corps se décompose extrêmement rapidement à l'extérieur, et après il ne reste que les os. Et les os ensuite sont eux-mêmes
transportés par les carnassiers et on les retrouve. C'est pourquoi qu'on peut en retrouver ainsi à plusieurs kilomètres de l'endroit où le corps avait pu être déposé. Et dans certaines conditions, les ossements peuvent parler combien d'années après un homicide ? Alors, les ossements peuvent parler un certain nombre d'années après un homicide s'ils sont bien conservés, c'est-à-dire si dans les conditions d'un corps qui a été inhumé, donc mis sous terre, la préservation est bonne, les intempéries n'influent pas trop sur la conservation des ossements, donc le corps se décompose dans le sol, on peut analyser les résidus, la décomposition du corps qui sont encore présents sous le squelette. Il y a tout un travail à faire. Et puis, par contre, si le squelette est déposé à même le sol, là, en quelques semaines, il y aura décomposition et quelques mois plus tard, les ossements seront sans doute éparpillés. J'ai une question un peu plus large. Dans Affaires suivantes, le podcast inédit, dans Affaires suivantes sur BFM TV, on se rend compte à quel point, de plus en plus, la technologie permet d'élucider un crime et des affaires. Est-ce que vous pensez qu'avec l'évolution technologique, il sera désormais quasiment impossible d'avoir un meurtre sans coupable? Est-ce que systématiquement, désormais, la technologie, le progrès technologique permettra de savoir ce qui se passe pour expliquer un décès? Ah, ça, ce serait le rêve pour nous les experts en médecine légale, mais il y a beaucoup trop d'éléments encore qui entrent en compte, comme les intempéries, l'environnement, les animaux. Mais bon, c'est vrai que les méthodes maintenant d'identification anthropologique se perfectionnent. Et maintenant, on arrive même à reconstruire les visages plus manuellement des individus, mais grâce à des logiciels qui s'appuient sur des bases de données de forme du visage et de l'épaisseur de la peau et de la forme du squelette pour donner une forme qui est très très proche de la forme réelle de l'individu. Merci beaucoup Fabrice Demeter. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup Florine Sylvan. C'était Affaires suivantes, le podcast inédit qui revient la semaine prochaine.